Imaginez un colosse absolu de la finance, un mastodonte qui pèse, tenez-vous bien, 14 000 milliards de dollars. Et d'un coup, il trébuche brutalement en bourse. Ouais, ça fait l'effet d'un tremblement de terre. C'est clair. Et le pire, c'est que c'est pas à cause d'une crise économique mondiale ou d'un crash systémique qu'on n'aurait pas vu venir, non. C'est à cause d'un tout petit caillou dans sa chaussure. Un truc qui représente à peine 2% de sa taille globale. C'est fou quand on y pense. Du coup, aujourd'hui, on plonge en profondeur dans les comptes de BlackRock, le souverain incontesté de la gestion d'actifs financiers mondiaux. Et ce trébuchement boursier récent, il est vraiment fascinant à analyser. En fait, il agit comme un révélateur parfait. Un révélateur de quoi exactement? Eh bien, il met en pleine lumière une mutation super profonde et pour le coup assez risquée au sein même de l'entreprise. BlackRock, aujourd'hui, c'est plus seulement le grand gestionnaire passif que le grand public ou les institutions connaissent depuis des années. Ouais, la machine à ETF, quoi. Exactement. La firme est en train d'opérer un virage stratégique massif vers ce qu'on appelle les marchés privés ou les actifs non cotés. Bon, décortiquons tout ça, parce que ça peut vite devenir très technique. Pour bien visualiser la situation et comprendre la taille du défi, on va oublier les graphiques financiers complexes 2 secondes. Je t'écoute. Imaginons le modèle historique de BlackRock comme une immense autoroute à péage. Mais genre, une autoroute entièrement automatisée, d'accord? Ils font passer des millions et des millions de voitures chaque jour. Oui, le trafic est ininterrompu. Voilà. Le tarif du péage est dérisoire, ils prennent que quelques centimes par passage, mais le volume de trafic est tellement gigantesque que c'est une machine à cash ultra stable. L'analogie est super bonne. Sauf que là, récemment, la direction a décidé de construire une sortie d'autoroute qui mène directement à un casino VIP exclusif. Un endroit assez opaque, avec des mises de départ énormes et surtout des marges bénéficiaires gigantesques pour le propriétaire du casino. C'est exactement ça. Et cette métaphore de l'autoroute face au casino VIP, ça illustre parfaitement la tension actuelle chez eux. Une tension entre leur modèle historique, basé uniquement sur le volume, et ce nouveau modèle qui cherche désespérément de la marge. Parce que sur l'autoroute, tout le monde voit tout. Ouais, sur l'autoroute de la gestion passive, tout est fluide, les prix sont publics, et si tu veux sortir de l'autoroute, tu sors immédiatement. Alors que dans le casino des marchés privés, l'argent est bloqué par nature. Ah oui, c'est pas du tout la même ambiance. Pas du tout, les règles contractuelles sont hyper strictes et la psychologie des clients n'est plus du tout la même non plus. Et en fait, c'est précisément dans ce fameux casino VIP qu'une alarme incendie vient de se déclencher. Et ça a provoqué un mouvement de panique sur l'autoroute principale. Donc notre mission aujourd'hui, en croisant les données du marché, les bilans, les rapports d'analystes, c'est de comprendre la mécanique de ce bug. Et tout commence au début du mois de mars. Ouais, le 6 mars 2026, très exactement, l'action de BlackRock a encaissé un choc particulièrement violent. Une chute de 7,8% en une seule séance. C'est énorme pour une capitalisation pareille. Carrément, voire près de 8% de la valeur du plus grand gestionnaire du monde s'évaporer en quelques heures, c'est un séisme. Et la cause, ça venait pas de leur fameux fonds indiciel classique, mais d'un fonds de dette privée très spécifique. Un fonds qui s'appelle HPS Corp Lending. Oui, la direction a dû faire une annonce publique pour dire qu'il limitait les retraits sur ce fonds-là. Mais attendez une seconde. Empêcher les gens de retirer leur propre argent de leur compte ou de leur fonds, c'est pas le signal d'alarme absolu dans le monde de la finance? Genre le truc qui fait fuir tout le monde? Alors, ce qui est fascinant ici, c'est vraiment de regarder la mécanique de cette limitation. Parce que c'est ça qui crée toute l'incompréhension. Pour bien piger le truc, il faut d'abord définir ce que l'est la dette privée. Ok, vas-y. Contrairement à une action ou à une obligation classique, que n'importe qui peut acheter ou revendre en un clic sur une bourse publique, la dette privée, ça consiste à prêter de l'argent directement à des entreprises. Souvent des entreprises de taille intermédiaire, et ça contourne totalement le circuit des banques traditionnelles. Donc l'argent, en gros, il est concrètement investi et bloqué dans l'économie réelle. C'est ça, ils travaillent. Si moi je place mon argent dans ce fonds HPS, ces fonds servent peut-être à construire la nouvelle usine d'une boîte ou à financer le rachat d'un concurrent. Je peux pas débarquer le mardi suivant et exiger que l'entreprise revende son usine pour me rendre mes billets, parce que j'ai changé d'avis. Exactement, l'argent est immobilisé dans des contrats à long terme. Et d'ailleurs, pour compenser ce blocage, les investisseurs exigent des rendements beaucoup plus élevés. En finance, c'est ce qu'on appelle la prime d'illiquidité. Donc t'es payé plus, mais t'es coincé plus longtemps.
Voilà. Et ça nous amène à la fameuse règle technique qui a fait paniquer la bourse. Le fonds HPS Corp Lending, il a une petite clause stricte qui dit que si les demandes de retrait simultanées dépassent le seuil de 5% de sa valeur liquidative, Ah, je me permets juste une petite parenthèse sur ce terme, valeur liquidative, pour que ce soit limpide pour tout le monde. C'est simplement la valeur totale de tous les actifs détenus par le fonds, divisé par le nombre de parts. C'est le prix réel du portefeuille à l'instant T, quoi. la définition est parfaite. Donc si les clients demandent à récupérer d'un coup plus de 5% de cette valeur totale sur un même trimestre, le gestionnaire du fonds, il a le droit contractuel et même l'obligation légale envers les autres clients de bloquer les sorties. Il ferme le guichet. Ouais, il ferme la porte. Et c'est hyper important de comprendre que c'est pas une faillite. C'est pas BlackRock qui n'a plus d'argent. C'est un pare-feu tout à fait standard dans l'industrie. C'est pour protéger ceux qui restent dans le fond, en fait. Exactement. Le but, c'est d'éviter aux gestionnaires de devoir vendre les actifs, donc les prêts aux entreprises, à des prix cassés dans la précipitation, juste pour payer ceux qui veulent sortir. Une vente forcée comme ça détruirait la valeur pour tous les autres investisseurs. D'accord, techniquement c'est logique. Mais si on prend un peu de recul, BlackRock, c'est pas des débutants. Ils savent très bien que leurs clients, même les plus riches du monde, ça reste des humains. C'est pas des algorithmes qui vont lire la ligne 42 du contrat et dire « Ah ok, c'est bloqué, pas de souci ». Ouais, la réaction émotionnelle est inévitable. Mais carrément, empêcher un client super riche de retirer son argent, légal ou pas, c'est appuyer sur le gros bouton panique rouge. Comment une boîte pareille a pu rater ce désastre psychologique? C'est de l'arrogance ou juste une erreur de calcul sur la nature humaine? L'explication, elle se trouve dans la transition super compliquée qu'ils essaient de faire entre deux profils de clients très différents. Historiquement, la dette privée, c'était réservé aux institutionnels. Les énormes fonds de pension, les fonds souverains, les assureurs. Les pros, quoi. Ouais. Ces acteurs-là, ils savent, dès le jour 1, que leur argent sera bloqué pour 7, 10, parfois 15 ans. Et ça dérange pas leur modèle économique. Mais la dynamique a complètement changé récemment quand BlackRock a décidé d'ouvrir ses fonds de manière assez agressive à une nouvelle cible, la clientèle privée fortunée. Ah, les fameux particuliers à très haut revenu. Le gars qui a quelques millions de côté, qui veut les 10% de rendement des institutionnels, mais qui, dans sa tête, réagit toujours comme s'il était sur son appli bancaire avec son livret A. C'est exactement ce choc culturel-là. Le client particulier y voit le rendement marketing, il signe, mais à la première petite secousse macroéconomique, son cerveau panique et il veut sécuriser son capital. Il demande un retrait. Et bim, le couperet des 5% tombe. Voilà. Et la porte se ferme. L'émotion prend le dessus sur le contrat. Et le 6 mars, les marchés financiers ont vu ça. Et ils ont immédiatement extrapolé. Ils se sont dit « Ah, si ces nouveaux clients riches prennent peur et fuient ces produits alternatifs, c'est tout le nouveau moteur de croissance de BlackRock qui est en danger. » Ce qui soulève une question évidente, du coup. Si cette clientèle est si instable émotionnellement et peut faire dévisser l'action de 8%, pourquoi BlackRock a mis autant de jetons sur la table de ce casino VIP? Parce que, quand on regarde le calendrier récent, c'est une frénésie d'achat, c'est presque de la précipitation. Le mot frénésie est tout à fait justifié. C'est vraiment une marche forcée. Ils n'ont pas construit cette division au petit à petit en recrutant organiquement sur 10 ans. Non, ils l'ont fait à coups de chèques monumentaux en un temps record pour devenir les leaders tout de suite. Reprenons un peu le fil de ces acquisitions pour voir l'ampleur du truc. Septembre 2024, il crée une division qui s'appelle Global Direct Lending. Pour la remplir instantanément, il rachète GIP, une boîte spécialisée dans les infrastructures. Et le prix? 12,5 milliards de dollars. Avec 3 milliards payés cash immédiatement. C'est fou. Et on parle d'actifs très lourds là, des aéroports, des réseaux d'énergie. C'est comme s'ils avaient acheté le stade entier pour commencer. C'est le socle matériel. Les infrastructures, ça offre des rendements qui suivent bien l'inflation, ça attire les capitaux longs. Mais posséder des aéroports, ça suffit pas pour dominer les marchés privés. Il faut savoir où sont les bonnes affaires et évaluer les risques. Surtout que dans le privé, rien n'est public, par définition. Exactement, c'est l'opacité totale. Contrairement à la bourse où tu as des comptes trimestriels pour tout le monde, là c'est une caverne sombre. Ce qui explique leur deuxième coup. Début mars 2025, ils traversent l'Atlantique et ils achètent Preqin, une boîte britannique. Et Preqin ne s'agit pas d'argent du tout, c'est une mine de données pure. C'est la lampe torche la plus puissante pour éclairer la caverne. Ouais, ils ont carrément acheté l'équipe d'analystes statistiques avant de recruter les joueurs. Ils ont la carte et la boussole. Et maîtriser cette donnée, c'est un avantage déloyal énorme face aux concurrents. Et c'était surtout la condition obligatoire avant de faire leur mouvement le plus agressif quelques mois plus tard. Le 1er juillet 2025, le gros coup de filet.
L'absorption de HPS Investment Partners, 12 milliards de dollars, payés en cash, et avec 7,6 millions d'actions BlackRock. Et HPS, c'est pas n'importe qui, c'est les stars de la dette privée. C'est d'ailleurs ce nom-là, HPS, qu'on retrouve sur le fonds qui a bloqué les retraits. Ah, bah voilà, la boucle est bouclée. Les joueurs stars sont sur le terrain. En les rachetant, ils ont récupéré instantanément 118 milliards de dollars d'encours sous gestion sur ce créneau. Donc si tu fais le compte, fin décembre 2025, la transformation est radicale. BlackRock se retrouve à gérer 323 milliards de dollars d'actifs non cotés. Rien que ça. Dette privée, infrastructure, immobilier, private equity. Un empire alternatif bâti en à peine 2 ans. Et l'urgence derrière tout ça, c'est une réalité financière implacable. Ils devaient absolument trouver de nouvelles marges élevées. Alors, là, on en revient à notre casino VIP. Ils ont lâché des dizaines de milliards pour s'acheter de la rentabilité. Ça voudrait dire que l'autoroute à péage, leur modèle hyper dominant de gestion passive, il commençait à s'essouffler. Ah non, pas du tout en termes de volume. L'autoroute capte toujours autant de trafic et écrase la concurrence. Mais pour comprendre pourquoi ils veulent tant ces marges, il faut mettre ces 123 milliards du marché privé face à la vraie taille globale de BlackRock. Et c'est là que la panique du 6 mars devient un peu absurde. Bah oui, parce que les chiffres globaux donnent le vertige. Fin 2025, le total de l'argent géré par le groupe a atteint 14 041 milliards de dollars. C'est astronomique. C'est supérieur au PIB de la quasi-totalité des pays de la planète, à part les États-Unis et la Chine. Et c'est une hausse de près de 22% sur un an. Et la clé, c'est la répartition de cet océan de billets. Sur ces 14 000 milliards, les 2/3 viennent de la gestion passive. Donc l'autoroute, la promesse de dire aux gens « arrêtez de payer des traders hyper chers pour battre le marché. Achetez juste toutes les entreprises du S&P 500 et suivez le mouvement. » Et là-dessus, ils sont intouchables. Leurs ETF e-shares pèsent 5 milliards 468 milliards à eux seuls. C'est délirant. Et ça continue. L'an dernier, ces ETF ont attiré 527 milliards d'argent frais. T'ajoutes les fonds indiciels non cotés, boum, 4 milliards 60 milliards de plus. Sans oublier les cryptos. Ils ont flairé le filon. Leurs ETP sur le Bitcoin ont drainé 78 milliards et 35 milliards pour l'Ethereum. C'est une machine aspirante parfaite. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le talon d'Achille, c'est le tarif du péage. La guerre des prix sur le passif est d'une brutalité totale. Le seul argument de vente, c'est que ça coûte rien aux clients. Les documents de BlackRock montrent que sur l'immense majorité de ces 14 000 milliards, la commission moyenne, c'est 0,15%. 0,15%. C'est ridicule. Même en incluant les prêts de titres aux vendeurs à découvert et tout ça. C'est la loi des grands nombres. Tu prends 15 centimes pour 100 $ investis. Donc tu as besoin de volume infini pour payer tes serveurs et faire du profit. Le modèle est super robuste, mais il a touché un plafond de verre. Tu peux plus augmenter les prix. Impossible. Si tu passes à 0,20%, tout le monde part chez Vanguard qui fait la même chose pour moins cher. Donc ça garantit la survie, mais ça fait plus exploser les bénéfices. Et c'est là que la réaction de la bourse devient irrationnelle au niveau mathématique pur. D'un côté, la nouvelle division privée pèse 323 milliards. De l'autre, le rouleau compresseur classique gère plus de 14 000 milliards. Les actifs privés, ça représente à peine 2% du total. Et pourtant, un petit fonds de cette division de 2% met une limite de retrait prévue par la loi, et les pros de la finance terrifiés font chuter l'entreprise de 8%. Ouais, ça paraît dingue, mais c'est parce que la bourse, elle regarde pas que le présent, elle achète l'avenir. L'autoroute à 0,15%, le marché considère que c'est acquis, c'est fait. Les espoirs de croissance des bénéfices pour les 10 prochaines années y reposent entièrement sur le casino VIP. Et l'intégration a coûté très très cher. Voilà, comptablement 2025 a été une année très douloureuse. C'est clair, le bilan 2025 a jeté un froid à Wall Street. Le bénéfice net a baissé de 7% pour tomber à 7 milliards de dollars. Pour une machine de croissance comme ça, voir les profits calculés, c'est un carton jaune direct. Mais cette baisse, c'est pas les clients qui partent, on est d'accord? Pas du tout. Les clients continuent de donner leur argent. Cette baisse de 7%, c'est presque 100% dû au coût gigantesque de leurs acquisitions. Quand tu achètes GIP, Preqin, HPS, tu payais des frais d'avocat, des banques d'affaires, des coûts de restructuration colossaux. Donc ils ont sciemment creusé un trou dans leur bilan pour planter des graines super chères. C'est ça, un lourd investissement en capital. Et le marché a vu la facture des travaux et a commencé à transpirer. Et là, une des jeunes pousses, le fonds HPS, se met à bloquer des retraits.
Du coup, gros coup de stress, tout le monde vend. Exactement. Les investisseurs détestent payer le prix fort pour un nouveau jouet s'il commence à grincer dès la première année. Sauf que, si on regarde les projections des analystes pour la suite, la musique change complètement. Ah oui, le basculement pour 2026 est net. L'année de digestion est terminée. Pour cette année, le consensus des analystes table sur un bénéfice de 8,2 milliards de dollars. Donc, une hausse de 48% des bénéfices. C'est monstrueux pour une boîte de ce calibre. C'est l'effet de périmètre complet. Toutes ces nouvelles boîtes payées une fortune l'an dernier vont enfin rapporter des commissions juteuses sur 12 mois pleins. Les frais de fusion sont payés, donc la rentabilité brute va exploser au bilan. Et c'est pour ça que les analystes Gerber 103. J'ai regardé, la recommandation globale reste massivement à l'achat. Le ticker BLK reste un buy solide. Ils ont juste baissé prudemment l'objectif de cours de 1400 à 1200 $ pour marquer le coup. La baisse de l'objectif, c'est juste pour intégrer la nouvelle prime de risque. Le marché a compris que les clients riches sont hyper émotionnels et que ça amène une instabilité que l'entreprise ne connaissait pas avant. Mais l'achat reste justifié parce que le cœur du système est invincible. L'incident de liquidité, c'est une friction d'apprentissage, c'est pas une faille systémique. Donc, si on résume l'histoire, des traders hyper diplômés ont fait une crise de panique irrationnelle. Ils ont massivement vendu l'action parce qu'un tout petit fonds dans un coin a scrupuleusement appliqué la clause de sécurité qu'il avait signée avec ses clients. Et tout ça en oubliant que la boîte gère sans le moindre accroc une somme d'argent supérieure à toutes les économies de l'Europe et de l'Asie combinées. C'est un résumé assez cruel, mais plutôt juste. En fait, cet incident, ça dépasse BlackRock. C'est un sismographe de toute l'industrie actuelle. Comment ça? Toute la gestion d'actifs est tiraillée. D'un côté, ils sont obligés d'aller dans des zones illiquides pour trouver du rendement. Et de l'autre, ils doivent dealer avec une clientèle privée qui exige les rendements du privé, mais le confort émotionnel du public. Ah ouais, le beurre et l'argent du beurre, quoi. Exactement. Le grand paquebot a tremblé, mais sa route n'est pas menacée. Ces sueurs froides, c'est juste les douleurs de croissance normales pour passer au niveau supérieur de rentabilité. Et le grand défi, ça va être la pédagogie, non? Totalement. Ils vont devoir éduquer ces clients fortunés, leur faire accepter que illiquide, ça veut vraiment dire bloqué. Sinon, à chaque crise, les guichets fermeront et l'action plongera à nouveau. Ça vous fait penser, et ce sera ma dernière réflexion pour aujourd'hui, cela soulève une question hyper importante sur nous tous en fait. Si on oublie BlackRock 2 secondes et qu'on regarde le système entier. Si un tout petit blocage légal de 5% sur un fonds marginal suffit à faire évaporer 8% du leader mondial, qu'est-ce que ça dit sur l'extrême nervosité et la fragilité psychologique des marchés d'aujourd'hui? C'est une excellente question. Sommes-nous devenus accros à l'illusion que notre argent, peu importe le contrat, doit être disponible en un clic sur notre téléphone? Et surtout, que se passera-t-il le jour où une vraie grosse crise économique obligera toutes les portes de tous ces marchés privés à se fermer exactement en même temps? C'est une perspective qui donne le vertige, mais c'est vital d'y réfléchir. Un grand merci à tous ceux qui nous ont prêté une oreille attentive pour cette plongée dans les rouages financiers. Gardez toujours l'esprit critique, questionnez l'évidence et à très bientôt pour une nouvelle immersion au cœur de l'information.